À la une ce soir, il est de retour en Côte d'Ivoire après 2 semaines d'absence. Le chef de l'État était dernièrement à Malabo pour le 4e sommet Afrique-Monde arabe. Avant, il s'est rendu à Marrakech pour la COP22 et à Paris où il a rencontré le président français. Le Premier ministre ivoirien vient d'ouvrir le forum Avi Invest, une plateforme qui va plancher sur la relance du secteur avicole en Côte d'Ivoire. Les acteurs et les experts du secteur sont réunis ici à Abidjan. Le gouvernement entend participer à cette relance. J-25, les élections législatives ivoiriennes vont se tenir le 18 décembre prochain. Pour bien choisir son député, il faut d'abord connaître son rôle et ses missions. C'est ce que nous vous proposons de découvrir ce soir dans la rubrique Cap sur les législatives. Et puis au Cambodge, la perpétuité est confirmée pour 2 dirigeants Khmer rouges, le numéro 2 du régime de l'ancien chef de l'État, accusé de crimes contre l'humanité. L'ONU estime que ce verdict constitue un message pour les dirigeants nord-coréens. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1 ce soir. Aujourd'hui, mercredi 23 novembre, le chef de l'État a regagné Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le président Alassane Ouattara revient de Malabo, en Guinée équatoriale, où il a pris part au 4e sommet Afrique-Monde arabe. Avant cela, il était à Marrakech au Maroc pour la COP22 et à Paris en France, où il a rencontré son homologue François Hollande. Revenons en images sur ce sommet de Malabo auquel le chef de l'État a participé avec Viviane Aïma. Organisé tous les 3 ans depuis mars 1977, où a été organisée sa toute première édition en Égypte, la 4e édition du sommet Afrique-Monde arabe s'est tenue ce mercredi 23 novembre à Malabo, en Guinée équatoriale. C'est pour prendre part à cette grande rencontre qui réunit les États de la Ligue arabe et les États de l'Union africaine que le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a quitté Paris le mardi 22 novembre après son audience avec le président français François Hollande pour se rendre dans la capitale équato-guinéenne, où il a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre équato-guinéen Vicente Eaté Tomi et par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Malabo, son Excellence Fatima Touré. Les assises du 4e sommet Afrique-Monde arabe se sont tenues ce mercredi 23 novembre autour du thème « Ensemble pour un développement durable et pour la coopération économique ». L'objectif visé à travers l'institutionnalisation de ces rencontres au sommet tous les 3 ans entre dirigeants africains et dirigeants du monde arabe est le renforcement de la coopération entre ces 2 entités et partant le renforcement de la coopération sud-sud. De ce point de vue, ce 4e sommet a enregistré des pas supplémentaires dans l'entraide entre l'Afrique et le monde arabe. L'émir du Koweït a annoncé la mise à disposition de ressources concessionnelles d'un montant de 2 milliards de dollars pour le financement de projets dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture et du numérique. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, est intervenu au cours de la rencontre pour présenter la situation économique favorable de son pays, la Côte d'Ivoire, marquée par une croissance économique de 9%, et a appelé les opérateurs économiques arabes à venir investir en Côte d'Ivoire. Le président de la République a en outre informé les pays arabes de la candidature de la Côte d'Ivoire pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019 et a demandé leur soutien lors de l'élection qui aura lieu en juin 2017. Le sommet a aussi enregistré une passation de charges entre l'émir du Qatar, président de la 3e conférence au sommet, et le chef de l'État mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, désigné pour être le président de cette 4e conférence au sommet. Le Programme alimentaire mondial PAM annonce la mise sur pied d'un projet pour soutenir les cantines scolaires ici en Côte d'Ivoire à hauteur de 48 milliards de francs CFA. Le directeur régional du PAM a été reçu ce mercredi par le Premier ministre ivoirien. Daniel Cablon-Duncan a également échangé avec des maires et hommes d'affaires portugais désireux d'investir en terre ivoirienne. Herman Guivet. Une forte délégation d'hommes d'affaires et de maires portugais à la primature ce mercredi pour une séance de travail avec le chef du gouvernement Daniel Cablon-Duncan. La Côte d'Ivoire et le Portugal entretiennent d'excellentes relations de coopération
L'objet de cette séance de travail, l'intensification de ces relations de coopération par la multiplication des axes de collaboration, mais également le jumelage de villes portugaises et ivoiriennes. Des jumelages entre les municipalités de Lamego et Grand Bassin, la commune de Peso da Régua et Benjerville et la municipalité de Armamar et Jacquesville. Ça sera le début d'une coopération plus proche qu'on veut faire avec Côte d'Ivoire, faire des contacts, de trouver des partenaires pour faire des business avec Côte d'Ivoire. Vient ensuite le tour du directeur régional du Programme alimentaire mondial, Abdou Diang, d'être reçu par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Au centre de leurs échanges, l'appui du Programme alimentaire mondial aux cantines scolaires de Côte d'Ivoire. Un projet est d'ailleurs adopté en faveur de la Côte d'Ivoire par l'organisation internationale. Le PAM a approuvé un nouveau projet pour la Côte d'Ivoire pour un montant d'environ 48 milliards de francs CFA. Nous allons travailler avec le ministère de l'Éducation pour appuyer les cantines scolaires pour les 4 prochaines années. Nous sommes là et nous serons là avec la Côte d'Ivoire. Abdou Diang, le directeur régional du PAM, a également félicité les autorités ivoiriennes pour les efforts déployés en vue de repositionner la Côte d'Ivoire dans sa place de leader dans la sous-région. Avi Events, le forum de mobilisation des fonds pour le développement de la filière avicole ivoirienne. La rencontre a démarré hier mardi. Elle doit mettre sur pied un plan de relance stratégique de la filière avicole. Thomas Guessambi. Modernisation accélérée et durable du secteur avicole ivoirien. C'est sous cette bannière que s'ouvre le forum Avi Invest. Présenter les opportunités d'investissement dans un secteur qui a de beaux jours devant lui. C'est à Jean-Marie Yaka, président de l'interprofession avicole, que revient cette charge à ce rendez-vous d'Abidjan. Cette filière constitue le principal débouché pour les produits agricoles et sous-produits agro-industriels que sont le maïs, les tourteaux de coton, de soja, de palmis, le son de blé, la farine de poisson, etc. Il s'agit d'une filière stratégique. En droite ligne de la volonté gouvernementale de renforcer et consolider les acquis et échanges, le forum est pour le ministre en charge des ressources animales et halieutiques le lieu de lever un coin de voile sur le plan stratégique de relance de l'aviculture en Côte d'Ivoire. Nous sommes à mi-parcours et il était souhaitable, tout en faisant un bilan des actions réalisées, de trouver des solutions satisfaisantes à la problématique des investissements structurants afin de faire du secteur avicole un secteur moderne, compétitif, durable et pourvoyeur d'emplois. Invité à ouvrir les portes de cette grande rencontre d'échanges et d'opportunités qui accueille des délégations venues du Brésil, de la France, de l'Afrique du Sud, de la Tunisie, le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan donne à la fois l'assurance de son gouvernement à favoriser l'investissement dans le secteur, mais exhorte aussi les initiatives à aller plus loin. Les partenaires de développement, les opérateurs du secteur avicole, du secteur bancaire, l'assurance et des acteurs privés sont appelés donc à contribuer davantage au développement du secteur avicole et à accompagner toutes les opportunités qui y sont créées. 70% de pratiques traditionnelles contre 30% de modernes en ce moment dans le secteur. Les partenaires techniques tels la FAO, en répondant présent à ce forum, ont réaffirmé leur volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire à accélérer la modernisation de son secteur avicole. Les lauréats du ministère d'État, ministère de la Défense et de la Sécurité au prix d'excellence 2016 ont été récompensés ce mercredi. Le ministre Ahmed Bakayoko les a félicités. Il est ensuite revenu sur les récents événements de Bouna et de Yamsokro à Boussanogo. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité célèbre ses collaborateurs classés 2e et 3e au prix d'excellence 2016. Et il s'agit de Philippe Légré-Dapa, classé 2e meilleur élu local, du lieutenant Konan Kwame Paten, 2e meilleur policier, et du préfet de la région de l'Indénié-Douablin, Fadi Ouattara, qui s'est adjugé le 2e prix de la meilleure autorité préfectorale.
Les lauréats du 3e prix du meilleur élu local, de la meilleure autorité préfectorale et du meilleur policier ont tous été honorés. C'est une invite à redoubler d'efforts pour que l'année prochaine, je revienne premier. Je remercie M. le ministre d'État. S'il est satisfait, je crois que ça rejaillit sur nous et nos différentes familles. Et puis voilà, profitez pour remercier également nos collaborateurs qui sont sur le terrain. C'est toujours un plaisir immense d'être reconnu par la nation tout entière et donc vraiment c'est avec fierté que je vis ces instants. Pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, cette reconnaissance de la nation obligeait le lauréat à plus d'abnégation et à plus de travail. Puis Ahmed Bakayoko a exprimé son soutien aux forces de sécurité et de défense suite aux récents événements de Bouna et Yamoussoukro. Nous sommes rigoureux avec eux quand il faut leur imposer de faire le travail dans certaines conditions, mais nous n'accepterons jamais qu'il y ait un manque à l'autorité. Ce n'est plus possible de laisser un groupe de personnes penser qu'il y a un laisser-aller, penser parce qu'on a construit un discours de protection des populations que certaines populations pensent qu'elles peuvent tout se permettre, elles peuvent se faire justice. C'est inacceptable. Les enquêtes sont en cours. Des responsables ont été identifiés et seront arrêtés. Les premiers de chaque entité du prix d'excellence 2016 ont pris part à la cérémonie. Les sociétaires de la coopérative d'épargne et de crédit COPEC à la rencontre du ministre chargé de l'économie et des finances. Au cœur des échanges, le plan de redressement lancé en septembre 2013 par l'État pour sortir la COPEC de la crise financière qu'elle traverse. En 2014, l'État ivoirien a injecté environ 10 milliards pour la recapitalisation de l'institution. Le ministre Adama Koné a invité les sociétaires venus le voir à faire confiance à l'administration provisoire mise en place pour la relance de la microfinance. La COPEC est le plus important réseau de microfinance en Côte d'Ivoire avec plus de 650 000 clients et 125 caisses de base. Les experts de la finance africaine estiment à plus de 90 000 milliards de francs CFA le besoin de financement des PME en Afrique. Pour aider ces petites et moyennes entreprises de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le Conseil des ministres de la zone a adopté en 2015 un dispositif de financement. Francis Boifo revient sur le contenu de ce dispositif et aussi sur son mode d'application. Entre 80 et 95% des entreprises de la zone UEMOA sont des petites et moyennes entreprises PME, selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Ces PME représentent moins de 20% du produit intérieur brut du PIB de l'UEMOA, contre 60% dans les pays développés. Les PME ne sont pas à la hauteur des attentes, selon les experts de la Banque centrale. Pour mieux les structurer et résoudre le problème de financement auquel elles sont confrontées, la BCAO a mis en place un dispositif de soutien au financement. Ce dispositif a été présenté aux dirigeants du système bancaire de la zone UEMOA. La Banque centrale, dans l'appréciation de la situation des banques, fera une attention particulière aux crédits qui sont consentis aux petites et moyennes entreprises. Il y a un système de pondération qui fait que le risque attaché à un financement peut être plus ou moins pondéré selon qu'on veut que ce secteur soit développé ou pas. Le gouverneur de la BCAO demande aux structures d'encadrement, aux banques et établissements financiers, aux marchés régionaux, aux États en charge de la promotion des PME de créer des conditions d'un financement durable. Tiemoko Meiliet Koné engage la BCAO à appuyer les banques. La Banque centrale apportera son appui au système bancaire en apportant une liquidité aux banques qui en auront besoin dans le cadre du soutien habituel que la Banque centrale apporte au système bancaire. Nous n'avons pas mis de plafond. C'est la politique monétaire dans son ensemble, les besoins formulés par les petites et moyennes entreprises et les besoins formulés par les banques qui décidera du niveau que nous allons atteindre. Bientôt, la mise en œuvre du dispositif de soutien au financement des PME-PMI dans l'espace UEMOA, adopté en septembre 2015 lors du Conseil des ministres de l'UEMOA au Sénégal. Il devrait favoriser la création d'entreprises performantes, contribuer à la création de richesses et à la lutte contre le chômage. Ces petites et moyennes entreprises représentent 80 à 95% des entreprises de l'UEMOA, mais elles rencontrent d'énormes difficultés, notamment pour avoir accès à des financements. Piste de solutions en vue,
Un forum qui leur est dédié s'ouvre demain à l'initiative du patronat ivoirien. Les acteurs du système financier doivent prendre des engagements chiffrés. Francis Boifo. Un peu découragé, mais il garde tout de même espoir. Espoir de pouvoir vendre un jour à des grossistes les matériaux de construction et de réalisation de travaux de plomberie sanitaire. Alfred Aboua s'est installé à son propre compte il y a 5 ans à Trècheville. Les premiers mois, les chiffres d'affaires qu'il a réalisés faisaient rêver au point qu'il s'est permis de recruter. J'ai même engagé 8 collaborateurs, mais par la suite, il était un peu difficile de les conserver parce que j'ai des demandes que je n'arrive pas à honorer par manque de moyens financiers. Avec les banques classiques de la place, c'est difficile d'avoir des financements. Le financement des petites et moyennes entreprises PME. La question reste d'actualité et les banquiers ont l'intention d'y apporter des solutions concrètes. Cela à travers un forum dénommé « La finance s'engage ». L'initiative va mobiliser tous les acteurs clés de l'environnement financier en Côte d'Ivoire. Il s'agira pour chacun de dire sur un an, quel est l'engagement que je prends pour mieux accompagner les PME. Et cet engagement devra être tangible, devra être quantifiable pour pouvoir donc rendre compte dans un an à la même communauté sur l'effectivité des actions pour lesquelles on se sera engagé. Les réflexions porteront également sur la capacité des PME à monter des projets et des dossiers de financement. Nous ne pouvons que recommander à nos amis, à nos clients, à nos prospects PME de bien calibrer leurs projets, de bien dimensionner leurs projets, non pas en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, mais surtout en fonction de leur capacité à porter les projets. Des recommandations à prendre en compte par les responsables des PME dans la recherche de financement. 20h17, deuxième numéro de Cap sur les législatives. Nous parlons ce soir du rôle du député et aussi des avancées enregistrées dans le processus électoral en cours. Le 18 décembre, les Ivoiriens se rendent aux urnes pour choisir leur député. Mais qui est le député? Quel est son rôle? Quelles sont ses attributions? Alexis Ouedraogo. Un député a 3 rôles bien précis. Représenter la nation, voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Durant la campagne, certaines promesses du type « je construirai des ponts et des routes » ou encore « j'électrifierai vos villages » ne sont pas vraies, puisque ces promesses ne font pas partie des prérogatives du député. Une fois élu, le député ne représente pas exclusivement sa localité, il est le représentant de la nation tout entière. Durant son mandat, il ne peut être ni poursuivi, ni recherché, ni arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Le député est élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Le montant de son indemnité est fixé par la loi organique. Parmi ses activités, le consentement de l'impôt, les votes du projet de loi des finances. C'est le Parlement qui vote le projet de loi des finances dans les conditions déterminées par la loi organique. La loi organique a pour objet de préciser ou compléter les dispositions relatives à l'organisation ou au fonctionnement des institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution. Les membres du Parlement ont le droit d'amendement. Le Parlement est saisi du projet de loi des finances avant la fin de la session ordinaire. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses. Le Parlement règle les comptes de la nation selon les modalités prévues par la loi des finances. Chaque année, le Parlement se réunit de plein ou en session ordinaire. Le droit de vote de chacun des membres est personnel. L'opposition parlementaire, elle, dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances du Parlement. Le député vote les lois, mais avant, il est lui-même soumis au vote des populations. Pour des élections législatives apaisées, les forces de sécurité voient en ce moment leur capacité renforcée.
Le Conseil national de sécurité, avec le soutien du PNUD, met en exécution la 13e réforme définie dans la réforme du secteur de la sécurité. Soro Corona et Kwadio Kwame. Rétablir et consolider le lien armée-nation et rétablir la confiance entre les forces de sécurité et la population. Tel est l'intitulé de la 13e réforme dans le cadre de sa mise en œuvre. Mettre en place un comité d'action civilo-militaire qui va donc aider à briser, ce mur de méfiance et améliorer, la sécurité dans la cité. De Bouaké à Djiglo en passant par Divo, les forces de sécurité et la population civile ont travaillé pour transformer la méfiance en confiance, en prélude aux futures législatives. Le Conseil national de sécurité dirigé par Fidel Sarasoro a outillé les participants à prévenir et gérer les éventuels conflits. Je vous ai dit d'être en collaboration avec les forces de l'ordre. Il faut les approcher, il faut travailler avec eux. Nous avons peur des forces de l'ordre. Le corps préfectoral et les autorités politiques ont salué cette initiative qui permettra d'éviter les conflits avant, pendant et après les élections. Après ce séminaire, les uns les autres vont se comprendre et nous allons avoir des élections transparentes, sans incident. Cette réforme rentre désormais dans sa phase active. Djiglo, Divo et Bouaké ont constitué la première phase de sa mise en œuvre. Initiées par le Conseil national de sécurité et financées par le PNUD, ces rencontres vont s'étendre à toutes les régions du pays. Des rencontres sportives vont ponctuer chacun de ces rendez-vous réunissant forces de sécurité et population civile. Rassemblement des Républicains RDR prépare ce scrutin du 18 décembre. Le secrétariat général élargi a tenu une réunion extraordinaire ce mercredi. À l'ordre du jour, l'examen de la situation sociopolitique, notamment le choix des militants pour des candidatures indépendantes au sein du parti. Sidonie Davila. Après le dépôt des candidatures pour les législatives, l'heure est au bilan au Rassemblement des Républicains. Et c'est à partir du consensus que la base a réalisé autour d'un militant, autour d'un d'entre eux, que la direction du parti a confectionné la liste des candidats devant nous représenter. Nous nous sommes étonnés que sur 126 secrétaires départementaux, que 4 se soient portés candidats indépendants. Et que sur plusieurs centaines de secrétaires départementaux adjoints, 10 se soient portés candidats indépendants. Et que sur des milliers de commissaires politiques, 10 se soient portés candidats indépendants. Plus grave, selon le parti, un membre de la direction du parti s'est porté candidat indépendant. Ce mercredi, le secrétariat général a dû se prononcer sur ces données qui ont fait l'objet d'une analyse approfondie au cours d'une rencontre du secrétariat général élargi aux bureaux nationaux des structures spécialisées du parti. Conformément à notre statut, particulièrement le chapitre consacré aux sanctions, se porter candidat indépendant face à un candidat du choix de la direction du parti est une faute lourde. Cette faute est encore plus lourde lorsque un secrétaire départemental, premier responsable du parti à la base, se rend coupable, disons, d'un tel fait. Nous avons interpellé tous ceux de nos amis qui se trouvaient dans ce cas de figure et, faute de revenir en arrière, la direction du parti prendra les sanctions nécessaires et ces sanctions seront rendues publiques le vendredi prochain. En outre, le Rassemblement des Républicains RDR félicite la grande majorité des départementaux et des militants qui ont observé la discipline en respectant les choix consensuels de la base. Les organisations féminines encouragent les femmes à se présenter à ces législatives. Elles souhaitent également plus de nominations féminines à des postes de décision. En 2015 et en 2016, seulement 18% de femmes ont été nommées, contre plus de 80% chez les hommes. Le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes souhaite que cette courbe soit équilibrée,
comme inscrit dans la nouvelle constitution ivoirienne. Moussa Konaté. Selon les femmes leaders de la société civile de Côte d'Ivoire, sur 135 candidats aux législatives 2016 au RDA, on note 18 femmes. 11 femmes sur 102 candidats au PDCI. Le FPI compte 22 femmes sur 180 postulants. Et à l'UDPCI, aucune candidature de femmes enregistrée. Une faible représentativité de plus en plus relevée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas de 100 femmes candidates. Mais cela ne veut pas dire que les femmes n'ont pas déposé leur dossier. Elles ont déposé leur dossier. C'est ça, le visage de la politique en Côte d'Ivoire. Selon le recensement général de la population et de l'habitat 2014, la Côte d'Ivoire compte 48,3% de femmes. 4,2% d'entre elles sont à la tête des mairies et 2,9% occupent des fonctions de présidente du conseil régional. C'est franchement déplorable avec toute la lutte que nous avons menée. Mais pour le moment, comme on a toujours dit, en toute chose, il faut un sacrifice. Et nous, déjà, nous acceptons de nous sacrifier pour que ce changement arrive d'ici 2020. Il faut amener les femmes à s'engager dans la politique et à être là, à vraiment être volontaires, à vouloir être dans les sphères de décision, à vouloir être là où on décide, où on parle de l'évolution de la femme. D'après une étude réalisée par le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes et femmes, sur 1056 nominations de janvier 2015 à octobre 2016, seulement 196 postes sont détenus par les femmes. Voilà pour Cap sur les législatives ce soir et nous sommes à moins d'un mois du scrutin. Dans la commune de Trècheville, si vous empruntez souvent la rue du Canal menant au carrefour Solibra, sachez que cette voie sera fermée de demain, jeudi 24 novembre à 12h, au vendredi 25 à 14h. Cela en raison des travaux de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise qui doit y voir le jour. Des infrastructures comme celle-là sont déjà nombreuses en Côte d'Ivoire et ce, depuis les années de l'indépendance, faisant du pays une locomotive sous-régionale et la deuxième économie de la CEDEAO. Mais avec le temps, ce riche patrimoine se dégrade. La question est aujourd'hui de savoir comment relancer le financement de cet avantage comparatif et permettre à la Côte d'Ivoire de se maintenir dans le peloton de tête. Noël Niagno. Les routes, les ports, l'aéroport, le chemin de fer, les énergies, l'eau, une assise économique pour un pays, un outil de décision capitale pour tout investisseur. Voilà qui explique les importants investissements consentis par la Côte d'Ivoire sous le leadership de Feu Félix Houphouët-Boigny au lendemain des indépendances et renforcés ces dernières années. Conséquence, la Côte d'Ivoire dispose à ce jour d'une plateforme idéale pour les affaires, lui conférant un leadership dans l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, et faisant d'elle la deuxième puissance économique et financière dans la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Argumentaire de cet avantage comparatif, 85 000 km de routes, 50% au total des routes de l'UEMOA. 6 500 sont revêtues, 224 km d'autoroutes et 75 000 km de routes en terre. Les ports. L'un, le port autonome d'Abidjan, le premier port de l'Afrique de l'Ouest. Le deuxième au sud du Sahara, après Durban en Afrique du Sud. Il date d'avant les indépendances. Celui de San Pedro, le premier port d'exportation du cacao au monde. Un aéroport international au trafic en perpétuelle croissance. 1 750 000 passagers à fin 2015. Un chemin de fer, hier régi Abidjan Niger, aujourd'hui Sitaraï. Quoi retenir au niveau de l'eau et de l'énergie? De bonnes références. 2000 MW, la projection porte sur 4500 voire plus. Quant à la question de l'eau qui a cessé d'être un don de Dieu, il a fallu investir 250 milliards en 2014. Au total, les acquis sont notables. Mais attention, les avantages comparatifs sont dynamiques. Il faut donc toujours avoir le cœur à l'ouvrage. Que faire? Quoi faire? Comment le faire pour se maintenir en tête du peloton et créer une osmose dans toute l'Afrique? Parmi les pistes de solutions, la recherche de partenaires stratégiques. C'est ce qui a expliqué la visite du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à Paris, au siège de Colas, en septembre dernier, avec pour objectif la recherche de moyens innovants et réaliser des routes de qualité à moindre coût, parce que la route est un puissant accélérateur des échanges économiques
donc des mouvements des personnes et des biens. Au-delà des routes, les ports, les aéroports, les chemins de fer attendent d'être rénovés, renforcés parce qu'un retard sur l'évolution technique et technologique des équipements dans ces secteurs. Se mettre ensemble pour le changer, chercher les meilleures solutions, mutualiser les moyens, les expertises deviennent une exigence capitale parce que les enjeux sont vitaux pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toute l'Afrique, un continent à fort potentiel de développement socio-économique. Direction le Cambodge, la perpétuité a été confirmée pour 2 dirigeants Khmer Rouge. Le numéro 2 du régime et l'ancien chef de l'État étaient accusés de crimes contre l'humanité. Près de 2 millions de personnes sont mortes entre 1975 et 1979. L'ONU estime que ce verdict constitue un message pour les dirigeants de la Corée du Nord. Merci de votre attention. La rédaction de RTI 1 souhaite à tous une excellente fin de soirée.